Elle était la voix d'or d'ABBA, le visage de succès innombrable. Mais derrière les projecteurs, Agnetha Fältskog vivait un chagrin que le monde ne connaissait qu'à travers ses chansons. À 75 ans, elle brise enfin le silence. Pour la première fois, elle révèle la vérité sur son divorce douloureux avec Björn Ulvaeus, l'homme qu'elle aimait, et comment leur mariage brisé a donné naissance à l'une des plus grandes chansons de rupture de tous les temps. The Winner Takes It All. Plus qu'un simple tube, c'est devenu leur héritage d'amour et de perte. Aujourd'hui, Agnetha parle du prix de la célébrité, des cicatrices émotionnelles jamais refermées et du courage qu'il lui a fallu pour chanter à travers la douleur. Ce qu'elle partage maintenant changera à jamais la façon dont vous la voyez. Elle et ABBA. Un amour qui a construit ABBA et s'est brisé sous la célébrité. L'histoire d'Agnetha Fältskog et Björn Ulvaeus est bien plus qu'un simple chapitre de l'histoire d'ABBA. C'est le récit de deux jeunes musiciens dont l'amour a fleuri au début de leur carrière et a joué un rôle central dans l'ascension de l'un des groupes pop les plus célèbres de tous les temps. Leur relation fut marquée par la passion, une synergie créative et finalement le poids d'une renommée mondiale qui les mena au chagrin. Agnetha et Björn se sont rencontrés pour la première fois en 1968. Björn, déjà connu en Suède grâce à son groupe folk-pop, les Hootenanny Singers, fut charmé par Agnetha, alors âgée de 18 ans, une étoile montante qui commençait tout juste à faire parler d'elle comme artiste solo. Leur connexion fut immédiate. Tous deux étaient portés par la musique, et tous deux trouvaient l'un dans l'autre non seulement un partenaire romantique, mais aussi quelqu'un qui partageait leurs rêves d'une vie remplie de mélodies et de succès. Leur idylle fut un tourbillon. Malgré leur jeunesse et leur récente notoriété, Agnetha se sentit attirée par la confiance et le charisme de Björn. Il était créatif, ambitieux et déjà respecté dans le milieu musical. Elle apportait chaleur, vulnérabilité et une voix capable de transmettre une émotion profonde. Ensemble, ils se sentaient invincibles. Quelques années après leur rencontre, ils décidèrent de se marier. Le 6 juillet 1971, ils se sont unis dans le charmant village de Verum. La cérémonie fut intime, avec Benny Andersson, partenaire musical de Björn, jouant de l'orgue. C'était le symbole de leur vie personnelle et professionnelle entremêlée. À l'époque, leur amour semblait promis à la grandeur. Ils se complétaient parfaitement. La voix délicate d'Agnetha donnait vie aux chansons de Björn, et leur affection transparaissait dans leurs premières performances. La même année, leur premier enfant, Linda, naquit, ajoutant une nouvelle dimension à leur relation. La parentalité leur apporta de la joie, mais aussi de nouveaux défis, surtout alors que leur carrière était sur le point de prendre un tournant monumental. En 1972, avec Benny et Annifrid Lyngstad, Agnetha et Björn formèrent ABBA. Leur lien, à la fois en tant que couple et musicien, était central dans l'identité du groupe. Les débuts d'ABBA étaient pleins de promesses. Ils sortirent leur premier single, People Need Love, qui, bien que n'étant pas un énorme succès, posa les bases de leur style. Leur grand moment arriva en 1974 lorsqu'ils remportèrent l'Eurovision avec Waterloo. En une nuit, ABBA devint une sensation mondiale. Mais avec la célébrité vinrent les pressions. Alors que la popularité d'ABBA explosait, les exigences en temps et en énergie se multipliaient. Tournées internationales, sessions d'enregistrement sans fin et apparitions médiatiques laissaient peu de place à la vie privée. Agnetha, en particulier, trouvait difficile de supporter la lumière constante des projecteurs. Elle regrettait de ne pas être chez elle avec sa fille et luttait contre l'invasion permanente de sa vie privée. Sa personnalité réservée entrait en conflit avec la curiosité insatiable du public. Björn, bien que soumis aux mêmes pressions, semblait plus à l'aise dans le monde de la célébrité. Il s'épanouissait dans les opportunités créatives offertes par le succès d'ABBA, se concentrant souvent intensément sur l'écriture et la production.
Cette différence dans leur façon de gérer la célébrité commença à creuser un fossé entre eux. Tandis qu'Agneta aspirait à la stabilité et à du temps en famille, Björn était de plus en plus happé par l'élan du groupe. En 1977, leur deuxième enfant, Peter, naquit. Pendant un moment, il sembla que leur famille pourrait les ancrer au milieu du chaos. Mais l'agenda d'Abba devint encore plus implacable. Le couple se retrouva souvent sur des longueurs d'onde émotionnelles différentes. Agneta luttait contre une anxiété croissante, la peur de voler et la culpabilité de laisser ses enfants, tandis que Björn s'investissait corps et âme pour maintenir Abba au sommet. Les pressions n'étaient pas seulement externes. À l'intérieur, leur relation commença à se déliter sous le poids de leurs besoins divergents. Agneta, naturellement introvertie, avait besoin de calme et d'espace, tandis que Björn, mu par l'ambition, allait toujours de l'avant. Ils tentèrent de maintenir leur union, mais la connexion émotionnelle qui paraissait autrefois inébranlable commença à s'effriter. De petites disputes se transformaient en querelles fréquentes et les moments de tendresse se faisaient rares. L'un des signes les plus clairs de leur éloignement apparut lors des tournées d'Abba. Être sur la route signifiait des semaines, parfois des mois, loin de chez eux, et chaque voyage laissait des traces. Le couple rentrait souvent pour découvrir que leurs enfants avaient grandi ou changé d'une manière qu'ils avaient manqué, approfondissant la tristesse d'Agneta. Elle se sentait déchirée entre son rôle de mère et celui d'artiste. Björn, bien que compréhensif, ne pouvait pleinement saisir la profondeur de son conflit intérieur. À l'approche de la fin des années 1970, leur relation atteignit un point de rupture. Malgré leurs efforts pour continuer pour le bien du groupe et de leur famille, ils décidèrent de se séparer fin 1978. Ce fut une décision douloureuse, rendue encore plus difficile par le fait qu'ils devaient continuer à travailler ensemble. Leur divorce fut finalisé en 1980, mais ils restèrent engagés dans Abba pendant encore quelques années. Les raisons de leur séparation étaient complexes. Ce n'étaient pas seulement les pressions extérieures de la célébrité, bien qu'elles aient été importantes. C'était aussi une question d'éloignement progressif. Deux personnes tombées amoureuses, jeunes, qui avaient construit un monde ensemble, mais qui finalement découvrirent que leurs chemins n'étaient plus alignés. Björn décrivit plus tard la rupture comme « à l'amiable », disant qu'ils s'étaient simplement éloignés. Mais pour Agneta, le choc émotionnel fut bien plus grand. Elle avait besoin de temps pour guérir, pour se retrouver en dehors du groupe et de la relation. Malgré la fin de leur mariage, leur héritage commun au sein d'Abba continua à prospérer. La musique qu'ils avaient créée ensemble, née de l'amour, des luttes et d'une passion artistique, devint intemporelle. Leur relation, avec tous ses hauts et ses bas, fut tissée dans la trame de l'histoire d'Abba. Un rappel que même les plus beaux partenariats peuvent être mis à l'épreuve par les exigences de la vie. Le voyage à travers l'obscurité et la solitude après Abba. Derrière le glamour du succès d'Abba, Agneta Fältskog portait un fardeau que la célébrité ne pouvait alléger. Après son douloureux divorce avec Björn Ulvaeus, Agneta entra dans l'un des chapitres les plus sombres de sa vie, une période marquée par la dépression, l'isolement et un besoin désespéré de guérison. Agneta a plus tard avoué que la fin de son mariage l'avait laissée perdue et brisée. « Je me sentais Chongchench », dit-elle, utilisant ce mot vietnamien pour décrire l'instabilité émotionnelle qu'elle ressentait. Elle chercha de l'aide en thérapie, ayant besoin de soutien pour affronter la douleur de voir son ex-mari passer à autre chose si rapidement. Même alors qu'Abba continuait à se produire, Agneta se retirait lentement du monde. Les pressions de la célébrité devenaient étouffantes, surtout en tant que mère. Elle ressentait une immense culpabilité de laisser ses enfants pendant les tournées, et cette culpabilité se transforma en peur, des foules, des espaces ouverts, des fans obsessionnels. Sa peur de l'avion s'aggrava après un incident proche d'un crash, et contrairement à ses camarades du groupe, elle ne se sentit jamais à l'aise sous les projecteurs. Sa maîtrise limitée de l'anglais l'isola encore plus,
rendant les apparitions publiques source d'anxiété. Quand ABBA se sépara en 1982, Agnetha se retire de la scène musicale. Elle sortit quelques albums solo, mais sombra vite dans une vie privée, se consacrant à ses enfants. Elle tenta de retrouver l'amour, mais chaque relation fut de courte durée. L'une des plus étranges fut avec Torbjörn Brander, un détective qui avait enquêté sur des menaces visant sa famille. Puis, en 1990, elle épousa discrètement le chirurgien Thomas Sonnenfeld, pour divorcer 3 ans plus tard sans jamais révéler grand-chose sur cette union. La tragédie approfondit son isolement. En 1994, sa mère Birgit se suicida, se jetant d'un balcon après des années de désespoir aux côtés d'un mari alcoolique. 1 an plus tard, son père mourut. La perte de ses 2 parents en si peu de temps brisa Agnetha. Elle garda tout cela secret, ne le confiant même pas à son biographe. Ses amis dirent que c'est à ce moment-là qu'elle changea, devenant encore plus recluse, se réfugiant dans le silence. Puis survint l'un des épisodes les plus étranges et troublants de sa vie. En 1997, Agnetha entama une relation avec Gert van der Graaf, un chariste néerlandais et fan obsessionnel de longue date qui l'avait harcelé pendant des années. Van der Graaf avait déménagé des Pays-Bas en Suède uniquement pour être près d'elle, achetant une maison dangereusement proche de son domaine rural sur l'île d'Ekerö. Malgré les signes évidents de danger, Agnetha, vulnérable émotionnellement, se sentit étrangement attirée par sa fixation intense. « Il était tellement obsédé par moi que je n'ai pas pu résister », confessa-t-elle plus tard, décrivant comment son attention incessante lui avait donné le sentiment d'exister à un moment où elle était profondément seule. Au début, cette relation lui apporta une sorte de réconfort étrange, mais elle tourna vite au cauchemar. Le comportement de Van der Graaf devint de plus en plus possessif et instable. Ses proches s'inquiétaient, mais Agnetha, connue pour sa nature confiante, ignora d'abord les avertissements. Finalement, la situation devint insoutenable. Il devint violent, autant psychologiquement que physiquement, et Agnetha dut faire appel à la police. Elle porta plainte pour violence, et en 2000, un tribunal prononça une interdiction d'approche et le renvoya aux Pays-Bas. Mais le cauchemar ne s'arrêta pas là. Van der Graaf viola plusieurs fois cette interdiction. En 2003, il retourna en Suède et fut aperçu près de sa propriété, ravivant ses peurs. Il fut de nouveau arrêté, et en 2006, après des actes de harcèlement répétés, il fut définitivement interdit d'entrer en Suède. Malgré ces mesures, les cicatrices psychologiques de cette relation demeurèrent. Agnetha devint encore plus recluse, se retirant davantage dans la sécurité de son monde privé. Cette période troublante renforça sa peur du public et sa méfiance envers les inconnus. Elle mit aussi en lumière le côté sombre de la célébrité. Comment l'adoration peut parfois se transformer en obsession, laissant des séquelles durables. L'expérience avec Van der Graaf ne fut pas qu'un épisode étrange de sa vie, mais une épreuve traumatisante qui façonna ses années suivantes, lui faisant désirer la paix et l'anonymat plus que jamais. Après cela, Agnetha se réfugia encore plus profondément dans la campagne suédoise, construisant une maison entourée de nature, loin du chaos de la gloire. Les voisins la voyaient rarement, et elle était souvent seule. « Je veux être seule », déclara-t-elle un jour en interview, faisant écho à Greta Garbo, une autre star suédoise qui trouvait la célébrité insupportable. Pendant des années, elle ne chanta plus et n'écouta même plus de musique. L'interprète vibrante qu'elle avait été devint l'ombre d'elle-même. Mais en 2004, elle surprit le monde en sortant My Coloring Book, un album de reprises de chansons de sa jeunesse. Ce fut un projet discret, introspectif, mais il resta 25 semaines dans les charts suédois. Avec ce renouveau créatif, elle trouva un bref bonheur auprès de l'homme d'affaires Bertil Nordström. Il lui acheta même une maison, mais leur relation prit fin après 3 ans.
Depuis, Agneta a choisi une vie paisible, vivant près de sa fille Linda et de ses petits-enfants sur l'île d'Ekerö, près de Stockholm. Elle ne cherche plus la lumière et voit rarement Frida, son ancienne coéquipière. « Nous sommes tellement différentes », dit-elle de leur relation. Bien qu'elle ait traversé plus que sa part de tragédie, Agneta a trouvé du réconfort dans la simplicité. Le yoga, la méditation, les promenades avec ses chiens et le temps passé en famille. Elle n'a plus peur d'être vue comme une recluse. « Je mène une vie normale », affirme-t-elle, savourant le calme après des années de tumulte. Son retour à la musique en 2013 avec l'album « A » marqua une nouvelle étape dans sa guérison. Travaillant avec le producteur Jörgen Elofsson, elle redécouvrit sa voix, maintenant empreinte de l'expérience d'une vie pleinement vécue. « Je ne pensais pas pouvoir encore chanter comme ça, » dit-elle, « mais je l'ai retrouvée. Elle est toujours là. » À travers toute la douleur, le chagrin, la peur, la solitude, Agneta Fältskog est restée résiliente. Son histoire est celle d'une survivante, un témoignage de la lumière retrouvée après l'obscurité et de la musique après le silence. Comment ils ont transformé leur divorce difficile en un hit au sommet des charts. Derrière leur rupture douloureuse, un tube intemporel est né, et des cendres d'un amour perdu, The Winner Takes It All, s'est élevé pour captiver des millions de cœurs. Pour la plupart des fans d'ABBA, The Winner Takes It All est la chanson de rupture parfaite. Ce que certains ignorent, c'est que son authenticité provient directement de la situation réelle du groupe. Écrite dans le douloureux sillage du divorce d'Agneta Fältskog et Björn Ulvaeus, la chanson est devenue l'un des titres les plus emblématiques de la carrière d'ABBA. Dans ABBA Against the Odds, un documentaire diffusé en avant-première le 11 mai sur CW, les spectateurs sont ramenés en 1980, l'année où le groupe enregistra The Winner Takes It All. Le documentaire révèle à quel point le processus fut émotionnellement éprouvant, en particulier pour Agneta, qui dut chanter des paroles inspirées de son propre chagrin. Une chose que nous avons apprise, c'est que tout commence par une chanson, déclare Björn Ulvaeus, aujourd'hui âgé de 79 ans, dans le film. La grande musique naît de l'expérience humaine, des émotions profondes. Écrire des paroles, c'est quelque chose entre un poème et une mélodie. Cela évoque non seulement une ambiance, mais parfois aussi des images en moi. Ulvaeus présenta les paroles en studio peu après son divorce avec Agneta, avec qui il avait 2 enfants. La connexion entre les membres du groupe et la chanson fut immédiate. Agneta, aujourd'hui âgée de 74 ans, se souvient « Je suis quelqu'un de très sensible et j'ai vraiment essayé de mettre mon expérience de vie, mes sentiments, tout, dans cette chanson. » Traverser un divorce est difficile, comme quiconque l'ayant vécu le sait, ajoute Björn. Cela occupait bien sûr mes pensées. Mais il n'y avait pas de vrai gagnant dans notre cas. The Winner Takes It All figure sur leur album Super Trooper de 1980, une époque où non seulement Björn et Agneta, mais aussi Benny Andersson et Annifrid Lyngstad faisaient main de face à l'effondrement de leur propre mariage. Lyngstad confie « Ce n'était pas juste de la musique, c'était aussi de l'amour, une vie vécue ensemble, d'une certaine manière, tous les 4. » Benny ajoute « C'était puissant. Une de nos meilleures, je pense. » Initialement intitulée « The Story of My Life », la chanson fut conçue lors d'une retraite sur l'île de Vigo en 1979. Björn, confronté à la rupture, écrivit les paroles en une seule fois en buvant du whisky. La version originale avait un tempo plus rapide, mais Agneta suggéra une approche plus émotionnelle dans le style d'une chanson française. Le résultat fut une œuvre profondément émouvante. La création de la chanson fut entourée de tensions et de conflits émotionnels. Björn avait d'abord prévu de chanter la chanson lui-même, pensant qu'elle serait trop personnelle pour Agneta. Cependant, après réflexion et sur les conseils d'amis, il réalisa que seule Agneta pouvait donner à la chanson l'authenticité nécessaire.
Lorsque Björn lui fit écouter la version finale, elle pleura, reconnaissant leur douleur partagée. Sa voix de mezzo-soprano donna vie à la chanson d'une manière qui toucha profondément le public. Certains critiquèrent Björn pour avoir demandé à Agneta de chanter une chanson aussi personnelle, mais elle releva le défi. Nous avons senti que la chanson devenait soudainement un peu lourde. Ce n'était plus si amusant à enregistrer. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère. Un peu tragique, dit-elle. Björn insiste. Ce n'est pas une histoire personnelle, mais j'ai essayé de capter les détails d'une vraie douleur humaine. Malgré ces affirmations, le public a longtemps cru que la chanson reflétait leur propre divorce, ce qui lui conférait une force particulière. Agneta n'a jamais confirmé si la chanson racontait exactement leur histoire, mais elle a avoué avoir pleuré en studio lors du premier enregistrement. Quand je l'ai interprétée, j'ai dû trouver un moyen de contrôler mes émotions personnelles. Une fois tout terminé, j'ai compris que nous avions créé un chef-d'œuvre, dit-elle. Nous avons mis nos sentiments personnels de côté pour la musique et nous avons offert au monde une chanson intemporelle. Le clip vidéo, réalisé par Lasse Hallström, fut tourné seulement 10 jours après la finalisation de leur divorce, ajoutant à la crudité de la représentation visuelle. L'interprétation d'Agneta dans la vidéo capture le chagrin qu'elle ressentait et reste l'un des accompagnements visuels les plus puissants d'une chanson d'ABBA. The Winner Takes It All devint instantanément un succès, se classant en tête des hit-parades du monde entier et devenant un hymne pour les cœurs brisés. En 1999, elle fut élue chanson préférée d'ABBA au Royaume-Uni et en 2006, Channel 5 la désigna comme la plus grande chanson de rupture de tous les temps. Après la séparation d'ABBA en 1982, la chanson prit une nouvelle vie. En 1999, Mamma Mia, une comédie musicale basée sur les tubes d'ABBA, débuta à Londres et inclut la chanson dans une scène bouleversante. Le succès de la comédie musicale mena à une adaptation cinématographique en 2008, avec Meryl Streep interprétant la chanson dans une scène qui fit pleurer les spectateurs. La musique d'ABBA, et en particulier The Winner Takes It All, a traversé les générations. Elle reste un symbole de vérité émotionnelle, de génie musical et de la capacité à transformer la douleur personnelle en art universel. La chanson, bien qu'issue d'un chagrin, parle à tous ceux qui ont connu la perte, ce qui la rend intemporelle. Ces dernières années, ABBA est revenu sous les projecteurs. En 2022, ils sont apparus ensemble à la première de leur concert virtuel Voyage, célébrant leur premier album en 40 ans. Björn a laissé entendre que ce serait une fin nouvelle et heureuse pour ABBA. Peut-être que les avatars sont la fin que nous méritons. En 40 ans, The Winner Takes It All reste l'un des plus grands accomplissements d'ABBA. Né du chagrin, devenu un hymne mondial, c'est un témoignage du pouvoir durable de la musique. Pour Björn et Agneta, ce fut une façon de transformer la peine intime en un cadeau pour des millions de personnes. Une chanson qui continue de toucher les cœurs partout dans le monde. Agneta a ouvert son cœur après toutes ces années, mais certaines questions subsistent. The Winner Takes It All n'était-elle qu'une chanson, ou était-ce sa manière de partager un chagrin que nous ne comprendrons jamais totalement? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cela vous a plu, aimez, abonnez-vous et restez avec nous pour plus d'histoires comme celle-ci.